C'est vrai. Si on peut dépasser 5 minutes. Merci à tous d'être venus si nombreux. Je vais rassurer tout de suite les intervenants, c'est très zen normalement. Ça se passe très bien, ne vous inquiétez pas. Vous allez tous être très gentils. On va parler 1 heure avec plein de profils différents de la question du logement du futur. Voilà, avec l'accroche, l'IGH et le pavillon, mais c'est un peu plus subtil que ça, vous imaginez, mais il fallait une accroche. On dirait un hook si on était un pro de LinkedIn. En un mot, je ne vais pas faire très très long si ça veut bien marcher. Ah oui, non, ok. Ah, voilà. Quand même 2 mots. Vous êtes rassemblés ici grâce au mouvement Unisson, pardon. On co-gère avec Thomas. L'objectif d'Unisson, c'est de rassembler les gens ensemble et de les faire discuter sur les enjeux environnementaux, sur la décarbonation, l'intégration de la biodiversité. Et voilà, en un mot pour faire extrêmement simple. Et c'est pour ça qu'on a rassemblé 5 profils très différents. Paul Sarret de l'USH, et je vais en parler parce qu'on a fait une mission avec l'USH pour réfléchir au logement du futur. Donc c'est un peu l'idée initiale de cette table ronde. Dans quel ordre je vais faire Rémi, le côté ingénieur et accessoirement chef de project, chef de projet bâtiment, chef de project Logement. Ok. Je vais continuer. Suzette Brou, architecte. Charles de Cocremont chez BNP. Voilà. Et Marie-Catherine Chazot d'Altarea. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une discussion. Alors, j'ai prévu plein de questions, mais l'objectif, c'est d'avoir une discussion et que tous ces gens passionnants nous expliquent leur vision, enfin, une vision de ce qu'ils ont envie de raconter sur le logement du futur. Juste histoire de mettre les choses en route, je vous ai prévu une très très courte introduction, et surtout Paul, ça tu connais par cœur. C'est ce qu'on a fait, l'étude qu'on a fait pour l'USH, où l'USH s'est posé la question, c'est quoi le logement du futur? Est-ce qu'on peut essayer d'y réfléchir? Voilà, est-ce qu'on peut essayer d'embarquer les gens? Et donc on a travaillé pendant 5 mois, on était une quarantaine de personnes. Je ne vais pas m'étendre sur l'image qui sort ici, mais on a essayé de réfléchir à, on se projette en 2050, il y a des contraintes climatiques et comment on aborde ces contraintes climatiques. Alors, un des points intéressants moi, qui m'a marqué, c'est que finalement, on a assez vite oublié les contraintes climatiques en 2050 pour parler du logement, de la hauteur, de la taille, de la densité, de la taille des espaces, de la qualité de vie. Et il y a eu des petits antagonismes. Merci Rémi, bravo. Il est branché surtout Ah ouais. Non, mais l'image, c'est vraiment une image, histoire d'avoir un fond. J'ai cru qu'elle est. Non, mais c'est bon, on voit. Tout planté. Voilà, et donc il y a eu pas des frictions, mais c'était intéressant ces discussions où on s'est battu. Est-ce qu'il faut des grands logements, des petits logements pourquoi, oui, non, etc. On a parlé de la hauteur et vous voyez des hauteurs différentes, des densités différentes, des épaisseurs différentes. Donc c'était intéressant. Mais finalement, les enjeux environnementaux n'étaient pas presque le cœur du sujet. On a vraiment parlé du logement. Et c'est un peu par ça, cette micro-introduction que je voulais faire pour entrer directement dans le sujet pour que vous ayez le temps de parler. Et du coup, je vais commencer par toi, Paul, quand même. Tout bien, tout honneur. L'USH, de manière globale, quand même, réfléchit assez au futur. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu votre job, finalement, quelque part. Moi, j'aimerais bien savoir que tu nous racontes c'est quoi les points qui reviennent dans toutes les discussions que tu as, les points un peu marquants, saillants qui arrivent. Et puis, il y a quand même ce petit backlash. On va pas faire l'absence d'un backlash en ce moment. Est-ce que tu vois des points d'accroche entre cette vision que tu peux avoir du futur et ce qui se passe un peu aujourd'hui, cette ambivalence, enfin, est-ce qu'il y a une ambivalence d'ailleurs? Je dis ça, je m'aventure peut-être en ce moment. Ça te va et c'est bon, on attaque? Allez, Paul. Oui, très bien. J'espère que vous m'entendez, je suis un peu enroué, donc il faut amplifier. Mais donc l'USH, on ne pense pas qu'au futur, hein. On est quand même dans des débats très 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 contemporains là, sur les sujets budgétaires notamment, mais ça conditionne un peu le futur. Après, c'est un peu la raison d'être, hein. C'est-à-dire l'USH, les bailleurs sociaux,
on conçoit des bâtiments, on est maître d'ouvrage pour des bâtiments qu'on va exploiter pendant au moins 50 ans, parce que de fait, on contractualise un prêt sur une durée de 50 ans, 40-50 ans. Donc, quand le coût est parti, il faut qu'on s'assure que le bâtiment en exploitation il soit durable. C'est-à-dire que d'une part, la donnée technique sur la structure du bâtiment, l'absence de pathologie ou sinistralité, on est sur des choses qui tiennent la route. Sur l'exploitation technique et donc aujourd'hui carbone, on rentre dans les rails, les trajectoires de décarbonation que l'on établit. Concrètement, les jalons des PE à venir, est-ce qu'on va les tenir? Et puis, de fait, il faut se dire, est-ce que l'investissement que je conçois en 2025, il va être le plus durable possible, c'est-à-dire concrètement, comment je vais anticiper une rénovation de mon bâtiment, si possible, la plus lointaine possible, quoi. Et alors, quand on dit rénovation, c'est parce que souvent, on est sur les enjeux, justement, de conformité à des étiquettes carbone. Typiquement, quand on pense le futur, on a pris très au sérieux, peut-être l'aspect tu évoquais, on regarde le futur, mais on a pris très au sérieux les enjeux de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, avec les enjeux d'atteindre des étiquettes AB en 2050. On a regardé notre parc et on s'est dit, une mauvaise façon de faire serait peut-être d'aller rénover un bâtiment aujourd'hui pour le sortir de passoire énergétique, enfin passoire thermique, et en fait d'être contraint de le rénover 15 ans plus tard pour aller faire de l'étiquette BA. Donc l'enjeu est de trouver la façon dont on a le bon instrument pour favoriser un seul étiquette, d'un bâtiment E à un bâtiment A. C'est le dispositif seconde vie qu'on a déployé, qui est plus un montage économique qu'un pilotage technique du sujet, d'ingénierie, mais c'est vraiment cette façon de penser le long terme qui nous a amené à réfléchir à ça. Après, quand on parle d'exploitation du bâtiment, c'était aussi tout le sujet du travail qu'on a mené, c'est pas de penser que le côté carbone ou thermique, mais l'habitabilité de ces logements. Et donc là, c'est vrai que je pense d'être bailleur, ceux avec qui on échange au niveau de l'USH, c'est aussi que me dire, il y a des bâtiments qu'on a construits en début des années 2010. Aujourd'hui, on voit bien que en termes de qualité, de durabilité du bâtiment, c'est pas tout à fait ça. Et même en termes d'habitabilité, on a quand même du mal à rendre ces logements parfois attractifs. La configuration, la distribution, les équipements ne sont pas adaptés à la clientèle, même très modeste, que l'on peut avoir. Donc vraiment, le sujet, quand on pense au futur, c'est comment on peut embarquer dans nos bâtiments d'aujourd'hui ce qui fera l'attente, la qualité de vie des bâtiments dans 20 ans, dans 30 ans, avec une démographie qui change. On a déjà beaucoup de personnes âgées dans notre social. Donc ces personnes âgées vont vieillir, mais on aura aussi encore des personnes âgées qui vont occuper nos logements sociaux. Donc qu'est-ce que ça signifie en termes de qualité de vie, d'intégrer le soin à domicile, d'intégrer les aidants, d'intégrer la prévention des chutes, etc. Et puis, c'est comment je peux anticiper des bouleversements. Alors, on verra s'ils sont si durables que ça, mais ce sont ceux du télétravail, de la baisse du nombre d'enfants par ménage, de l'aspiration à l'extérieur, l'aspiration à des lieux communs. Ça, il faut qu'on se pose ces questions pour se dire est-ce que les logements qu'on pourra encore dans 20 ans, ils répondront à ces aspirations-là. C'est toujours un travail de réinterrogation des programmes de logement dans l'envisage que l'on doit faire. La démarche qu'on a conduite ensemble était dans cette hypothèse-là, avec aussi un sujet de pouvoir anticiper les besoins d'évolution des cadres économiques et administratifs que l'on a. Quand on construit des logements, il y a l'enveloppe bâtimentaire, et puis derrière, il y a tout l'appareil de conventionnement, conventionnement avec l'État, tout ce qui est quand même assez cadrant sur les surfaces qu'on a en location.
il y a ce volet-là, et le volet du backlash, bah, nous, on l'appréhende surtout comme évitons le stop and go, quoi. Comme je le disais, la stratégie, elle est quand même fondée sur, OK, on a un horizon SNBC 2050, on a un peu phosphoré, mouliné pour trouver le trou de souris qui nous permettait parfois de passer certains bâtiments dans une hypothèse de sortie en étiquette B et A. Il ne s'agirait pas de tout détricoter d'une année sur l'autre, même si parfois il y a des choses à dire sur les instruments. On mise beaucoup sur le DPE en France pour piloter notre politique bâtiment. Bon, il y a des choses à dire sur le DPE, mais tout le renégocier chaque année est un petit peu compliqué. Puis, non, si. Il y a un sujet aussi, on parle de backlash. C'est un peu la casquette USH qui parle, mais il y a un backlash social aussi sur le sujet HLM. On sent que ça va pas être facile dans les années à venir, et celui-là aussi. Celui-là, mais sur l'aspect HLM, puis globalement sur l'acceptabilité de la construction, ça, une année municipale, c'est un bon sujet de défense. On pourrait en parler une heure aussi complète. Du coup, là, c'était assez clair. Marie-Catherine, peut-être la vision promoteur. Il y a des changements dans les métiers, hein, puis alors, du coup, la crise peut-être encore plus flagrante dans vos métiers. Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant? Et puis, comme c'est un peu la thématique de ce soir, c'est on se projette dans le futur. Est-ce que les choses qui changent aujourd'hui, c'est des choses durables? Est-ce que on dit parfois c'est une crise, mais du coup une crise ponctuelle? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vont être plutôt sur le temps long que tu imagines? Je veux bien avoir ton point de vue. Je suis Marie-Catherine Chazot, je représente le Cogedim, la partie logement neuf du groupe. Et je travaille chez Cogedim depuis 25 ans. Donc je suis architecte de formation et je dirige le pôle produit, expérience client et architecture. Et donc je vais vous soumettre ma vision des choses et les évolutions depuis 25 ans que je constate dans la promotion immobilière. Et quand Guillaume m'a appelé, il m'a parlé de sa question faut-il construire des tours ou des pavillons? Je me suis dit, mais est-ce que la question n'est pas trop simple aujourd'hui, trop simpliste? Et est-ce que c'est la bonne question? Est-ce que Guillaume est bête? Merci de Pas du tout. Les gens ont rigolé à cette question. Mais ça m'a interpellée, d'autant plus que cette question de la maison individuelle est quelque chose qui, pour moi, me suit depuis des années. Quel est cet imaginaire de la maison individuelle? J'y reviendrai par la suite. Donc, ce sujet ne reflète pas pour moi la complexité des besoins actuels et les contraintes. Si on revient un peu sur l'histoire de l'architecture, pour moi, le logement et l'architecture des logements a toujours été une question de forme, historiquement. On construisait des formes, et d'ailleurs, ces formes, elles étaient contraintes par, ou plutôt devancées par des prouesses technologiques, des réglementations. Alors, l'isolation, elle est passée de 2 à l'intérieur, à l'extérieur. Les fenêtres, elles étaient plus ou moins grandes. Le vitrage était simple vitrage, double vitrage. Donc, pour moi, on parle de forme architecturale pour le logement depuis des années. C'est cette forme qui a engendré des appartements. Et on n'est pas parti de ce qu'on va dire aujourd'hui, qui est l'usage. Donc, on a construit une forme et on a mis des gens dedans. Et le rapport à la hauteur a également énormément évolué. Quand au XIXe siècle, le deuxième étage était l'étage noble. C'était le deuxième étage parce qu'en dessous, c'était insalubre et qu'il fallait être au deuxième étage. Les chambres de bonne étaient au dernier étage puisqu'il n'y a pas d'ascenseur. Petit à petit, avec l'arrivée de l'ascenseur, les choses ont changé. Les étages nobles sont remontés. Dans les années 60-70, les chambres de bonne étaient redescendues au premier étage. Mais si on regarde les logements sociaux, le rapport à la hauteur, pour moi, a été est assez négatif. Les ascenseurs dans les logements sociaux, malheureusement, tombent souvent en panne. Et les clientèles il y a des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de beaucoup de personnes qui vivent dans les logements, dans les immeubles. Et d'ailleurs, maintenant, avec notre nouvelle clientèle dont je vous parlerai tout à l'heure de primo-accédants, on se retrouve avec des personnes issues du parc social qui viennent acheter dans le neuf chez nous et qui ne veulent pas acheter des étages élevés, qui achètent les étages premier, deuxième, troisième, parce que
parce qu'ils veulent ne pas être liés à l'ascenseur, ils veulent pouvoir prendre l'escalier et monter à pied. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce rapport à la hauteur, pour moi, est complexe. Et d'ailleurs, il n'est pas entre nos mains, puisqu'il est assez réglementaire. Les PLU, les villes, voilà, nous capent ces auteurs. Donc, ce qui compte pour moi aujourd'hui, ce sont les usages, les besoins, les budgets de nos clients, et évidemment tout ça dans un cadre environnemental très, très contraint. J'évite l'architecture de demain. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est déjà un corps sobre. Un corps sobre, c'est un corps de bâtiment où les structures plombent, le linéaire de façade est très limité. Donc, qui dit limité, c'est pas des redans, c'est des gaines qui plombent de tout niveau. Donc, un corps sobre qui va nous permettre non seulement de déployer les appartements dont on aura besoin, et aussi qui va permettre de limiter par la quantité et la structure le coût. Ce n'est pas en faisant des appartements plus petits qu'on va gagner le coût, c'est surtout parce qu'on va optimiser le corps même du bâtiment. Et autour de ce corps sobre de bâtiment, je parlerai d'une enveloppe active. C'est tout ce qui va venir en dehors. Et je l'appelle active, pourquoi? Parce que d'abord, ça va être peut-être aussi, alors je parle des façades, de la toiture. Parce que peut-être que demain, grâce à cette enveloppe, on va pouvoir travailler sur l'énergie avec des panneaux solaires, concevoir de l'énergie qui va pouvoir être utilisée dans les logements. On va pouvoir aussi faire de la récupération d'eau. Donc, elle sera active parce que on récupérera de l'eau d'une certaine façon pour arroser les jardins, pour entretenir les parties communes. Elle sera aussi siège elle nous permettra d'être active aussi en termes de confort d'été. Et quand on parle de confort d'été, ces façades, cette enveloppe active devra répondre en fonction des façades. On ne va pas faire la même façade à l'ouest qu'au sud ou au nord. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. À l'ouest, vous avez un soleil jusqu'au soir qui vient de face, donc vous allez avoir besoin d'occultation plutôt verticale. Au sud, ce n'est pas du tout pareil. Le soleil vient du sud, donc voilà, c'est peut-être des balcons et des terrasses qui vont pouvoir régler cette luminosité. Et quand je me bats tous les jours avec des architectes qui me proposent des architectures qui sont les mêmes sur toutes les façades, ou alors il y a la façade noble sur rue et la façade moins noble sur cour. Non, aujourd'hui, on ne parlera pas comme ça. L'architecture de demain, c'est une architecture qui répond à ces enjeux climatiques. Donc, on parle aussi d'une façade, une enveloppe qui va accueillir la biodiversité, alors aussi bien en façade, mais aussi sur les toitures, avec des jardins, de la végétation qui va elle-même produire de la fraîcheur pour le bâtiment, une enveloppe qui sera une enveloppe à vivre aussi, parce qu'on va créer des balcons, des terrasses, des espaces privatifs ou des espaces partagés. Donc, c'est pour moi, ce noyau rationnel et cette peau que j'appellerais vivante, ça sera le nouvel écosystème de demain et la nouvelle architecture que j'appellerais écosystémique et qui va nous permettre non seulement d'être rationnel au niveau du cœur, mais aussi d'offrir tout un écosystème autour qui va peut-être aussi être vertueux, puisque si on crée de l'énergie, si on crée... Donc, alors tout ça avec des besoins de sobriété foncière que l'on connaît, des contraintes carbone. Alors, les contraintes carbone, on en parlait, le cœur sobre va répondre. Et quand on parle de taille d'appartement, ce que j'essaye d'expliquer maintenant, c'est que ce n'est pas l'appartement plus petit sur lequel on va gagner, c'est l'appartement le plus optimisé. Donc, ce qu'on va réussir à gagner dans ces appartements soi-disant plus petits, c'est tous les espaces qui serviraient quand on a des appartements où il y avait 10 mètres carrés de couloir pour arriver dans le séjour, que le client paye le même prix que les mètres carrés de séjour. Donc, tous ces mètres carrés qu'on va pouvoir optimiser, et d'ailleurs, j'ai rajouté maintenant dans la conception de nos appartements un critère qui est les 10% maximum d'espace de dégagement et des espaces servants dans nos appartements, parce que c'est là qu'on gagne aussi pour la vie de nos clients. Alors, la perpétuelle, et alors on n'a pas encore parlé de tout ce qui est besoin des clients. Et qui sont, je vais peut-être ça, mais j'arrête. Voilà, parce que tout ça, en fait, le principal sujet, c'est qui sont nos clients et qu'est-ce qu'ils veulent. Et peut-être dans la deuxième partie de la question, je reviendrai à qui sont ces clients. Et aujourd'hui, il faut quand même un chiffre important, 60% des clients que nous avons aujourd'hui dans la promotion immobilière sont des gens qui vivent à 1 ou à 2. À 1 ou à 2, on ne vit pas forcément dans la 4 ou 5 pièces. Donc, nous aussi, la réduction de la taille des appartements, parce que à 1 ou à 2. 60% des Français vivent aujourd'hui, d'après l'INSEE, seuls ou à 2. Alors, non, Paul, tu ne vas pas répondre sur les aspects. Je vais simplement dire que
l'incidence sur les ascenseurs n'est pas plus élevé dans le parc social que dans les communes. Alors, vous êtes nombreux, comme on n'a pas de micro, je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux, sinon on aurait eu 12 micros. Donc, on est tous d'accord que non, les ascenseurs fonctionnent très bien. Donc... Il y a des pannes. Il y a des pannes. Bien, on comprend aussi. Merci beaucoup, Marie-Catherine. Du coup, c'est bien, ce serait presque préparé, parce que tu as beaucoup parlé d'architecture. Donc, sans transition pour Suzelle. Et c'est intéressant, parce que tu as presque fait un peu l'histoire de l'architecture, mais moi, j'ai tendance à penser, après, je pense que tous les architectes, à un moment donné, sont égoïstes, ils ont tous l'impression d'être dans un moment de changement d'architecture, et qu'à chaque fois, toute génération se dit « Ah, je vais changer d'architecture ». Bon, moi, mon sentiment, c'est que ça change, que ça bouge. C'est un peu ce qu'on essaye de décrire ici. Suzanne, moi, j'aimerais que tu nous parles de ça. Est-ce que je me trompe complètement et l'architecture ne change pas, ne bouge pas, et c'est pour la même? Ou est-ce qu'il y a une espèce de basculement, la question de la biodiversité, du bas carbone voilà. Est-ce qu'effectivement, il y a une espèce de bataille dans l'architecture qui est en train d'émerger en ce moment? Alors, bon, bataille, je parle. Pas de bataille quand même. Mais pas de bataille, en tout cas, sur la construction de bas carbone, même sur les questions de la famille. Parce que je pense qu'actuellement, ça y est, le sujet, il est là depuis un moment. Tout le monde s'accorde dessus, même si en fait, la réalité n'est pas toujours au rendez-vous. Et que la construction est cadrée. Maintenant, on a des labels sur lesquels on doit répondre. Et qu'il ne faudrait pas que la question réelle, d'ailleurs, de politique, ne masque pas les réflexions sur le logement et même sur les sujets d'architecture. Et justement, ça bouge un peu, je dirais. C'est pas une révolution, ça bouge un peu, mais comme la construction a un peu baissé quand même ces dernières années, il y a une sorte de réflexion qui s'est mise en place, en particulier sur un sujet qui est le commun. Qu'est-ce qu'on met en commun dans le logement et dans la ville? C'est une exposition qui a débuté à l'Arsenal, hors les murs, avec ce titre « Partie commune ». Alors, j'élargirai un peu le truc de le commun, qui n'est pas seulement les parties communes. Et je trouve que c'est un super sujet, c'est pas mal, parce on en parle en tout cas. Parce qu'il y a une perte du commun, des parties communes, qui est une conséquence de l'hypernormalisation du logement, peut-être aussi du prix du foncier, dans l'habitat familial, même s'ils ne sont plus qu'un ou deux à vivre dans les logements. Alors, un peu en opposition, par exemple, sur le logement thématique, qui est quelque chose que je connais bien, résidence étudiante, foyer de jeunes travailleurs d'un côté, et EHPAD ou résidence senior sur le côté du spectre. Les constructions sont souvent des volumes CAPAM, plutôt évolutifs, parce que aussi c'est des structures simples, vous parliez de sobriété, structures simples, il y a répétition aussi des typologies, mais ces volumes intègrent des ERP, des salles de travail communes, ça peut être des restaurants, ça peut être des bureaux, gym, laverie, etc. Bref, des parties communes. Or, quand on aborde le logement familial, c'est-à-dire la constitution du couple et de la famille, ce qu'on appelle assez étrangement les ménages, le logement des ménages. Bref, entre la jeunesse et la vieillesse, les parties communes disparaissent. Est-ce que c'est parce que, pour grosso modo avoir le choix du 3 pièces, double orientation avec le balcon de 3 mètres carrés, ou le pavillon? Et entre les deux, c'est un peu si le couple, la famille, en fait, n'avait plus besoin d'échanges, du commun, de la rencontre, du croisement. Et je pense que cette notion, en tout cas, elle est totalement restrictive, elle est totalement révolue. Et cette perte du commun se retrouve aussi dans nombre de ZAC, qui ne sont pas toujours, nombre de ZAC, ça c'est une autre polémique, qui se lisent un peu comme des additions de plots séparés, individualisés, car il est beaucoup plus facile de faire du 3 pièces à double orientation sur des logements à 4 phases, sur un plot avec un ascenseur et un seul ascenseur et un escalier, dans un îlot ouvert. Donc, je ne sais pas de qui l'œuf ou la poule, est-ce que c'est le plot ou
logements, en tout cas le 3 pièces, double orientation. Et par contre, le rapport au service public, au service du commerce, effectivement, bref, le socle urbain qui fait la ville et qui fait les rencontres est inexistant ou quasi inexistant. C'est une sorte de, finalement, les actes deviennent une sorte de lotissement à grande échelle. Alors, il y a une évolution quand même à la marge, c'est pas une évolution. Hein. Je pense au logement de Sophie Belay à Dijon, où la structure du bâtiment et l'implantation des fluides permet de modifier l'appartement et même les appartements à l'intérieur du logement, ou l'opération de l'agence Bluter qui implante le parking sur les premiers niveaux de ces logements, parce pas de parking enterré, avec l'idée que une fois que la voiture commencera à être moins utilisée, on pourra réinvestir ces étages pour faire du logement, pour faire du commerce, etc. Donc il y a des idées qui émergent comme ça, comme par exemple dire que les premiers niveaux d'un bâtiment peuvent être un peu plus hauts. C'est 1,80 m, 1,90 m, 2,80 m, 2,90 m, pardon. Parce que ça fait venir aussi plus de lumière dans les logements, par exemple, donc plus attractif sur ces étages-là, mais aussi qu'à terme, ça puisse aussi évoluer, faire des espaces où on peut mutualiser, faire des espaces qu'on puisse partager, voilà, etc. Alors tout ça, ça demande des modifications de réglementation. Et là, je suis d'accord, c'est là où est la bataille. Entre les DTU, les bureaux de contrôle, et les PLU, etc., la bataille, et j'en rajoute, et les labels d'ailleurs, les différents labels, là, c'est une vraie bataille. Il n'y a pas de représentant des labels, là, c'est bon. Non, c'est clair, on en parle, il faut travailler avec. Et donc, pour dire un peu en conclusion, en réintroduisant l'idée des parties communes, du commun, des espaces d'échange intermédiaires, des espaces de mutualisation possibles, on anticipe les évolutions. Je ne sais pas si ça peut devenir 2050, je ne sais pas ce qui se passera en 2050, mais ça permet les évolutions et les différents modes d'habiter qui évoluent à toute vitesse actuellement. Et ça implique bien sûr une modification des choix constructifs. Ça, c'est un vrai qui ont un rôle déterminant, car un bâtiment qui est juste, qui répond exactement à sa destination au moment de sa livraison, c'est un bâtiment qui est tout de suite obsolète. Alors, c'est bien, les communs, ça me rassure, parce que dans les discussions qu'on a eues, on en a beaucoup parlé. Je pourrais vous montrer décidément, je ne vais pas réussir, je vous la montrerai tout à l'heure, où on a réfléchi, effectivement, un des projets avait des communs, et donc dans les discussions qu'on a eues, c'est peut-être un peu réduire enfin non, pas réduire, garder des surfaces en ce moment qui sont plutôt basses, des logements, comparé à il y a quelques années, et de se dire qu'il y avait des communs très intéressants, ces communs. Moi, je voudrais qu'on revienne, Charles, avec toi, sur la question de la qualité qui était un peu mon fil conducteur, et ce sujet de la qualité sous l'angle de la contrainte, des autres contraintes qui émergent, hein, alors, environnement, etc. Mais on a parlé du réglementaire, voilà, on a parlé de la taille du logement, de l'impact carbone. Donc ce sujet de la qualité qui est quand même le sujet majeur en logement, alors on va dire dans tout usage en vrai, mais on voit que ça redevient enfin un sujet de discussion, la qualité du logement. J'aimerais bien que tu nous parles de ta vision là-dessus. Donc, indépendamment finalement des choix des matériaux, effectivement, le logement grand sera de toute façon plus urbain qu'un logement petit. Et c'est vrai que nous, promoteurs, ce que recherchent aujourd'hui nos clients, c'est plus une fonctionnalité de logement, finalement, plutôt qu'une taille. Ça me paraît plus fort. Ce que recherchent nos clients aujourd'hui, c'est plus une fonctionnalité dans le logement, c'est-à-dire un nombre de pièces dédiées, un nombre de chambres, et pas forcément une surface donnée. La surface, généralement, vient en second plan par rapport à un budget qui leur permet d'accéder. Mais ce qui est la priorité, effectivement, c'est de retrouver une fonctionnalité dans le logement, quitte à avoir des logements plus compacts qui permettront à certains d'y accéder,
sans oublier l'essentiel, en tout cas pour du neuf et les logements du futur. Le critère qui est important, c'est également avoir l'espace extérieur quasiment habitable, c'est-à-dire pas un espace extérieur juste pour sortir, mais l'espace où on puisse, en fonction de la taille du logement, y mettre une table et pourquoi pas déjeuner en fait, sur ces espaces extérieurs. Ça, c'est à l'échelle du logement. Après, à l'échelle de l'immeuble, on est toujours partagé entre le logement compact, c'est-à-dire avec un minimum de surface de linéaire de façade qui permet effectivement d'optimiser, on va dire, la constructibilité par niveau et donc d'amortir un petit peu mieux la structure réalisée pour maximiser le nombre de logements avec l'apport en lumière naturelle. Donc là, il y a toujours un compromis à trouver, effectivement. On ne peut pas non plus densifier à outrance en fait nos immeubles. Il y a un équilibre à trouver entre cette fonctionnalité, donc des ouvertures sur l'extérieur, des espaces extérieurs et la compacité du logement. Sur la question effectivement de la hauteur, aujourd'hui, les mentalités ont évolué effectivement. Là où il y a quelques années, R+6 paraissait important, aujourd'hui, en tout cas en Île-de-France, sur la région parisienne, R+9, R+10 devient quasiment quelque chose qui est accepté. Et sur certains projets, on développe même des projets à des niveaux où on monte jusqu'à du R+15. Et là-dessus, on arrive à toucher des clients qui sont différents, effectivement, de ceux qui veulent habiter, on va dire, des espaces élevés. Il faudra bien évidemment, dans la conception, s'assurer, puisqu'on va essayer de chercher des vues dégagées, voire même des rooftops, aménager des jardins en fait, sur les derniers niveaux qui vont permettre effectivement d'avoir une fonctionnalité qui sera différente. Des logements qui seront plutôt en étage bas, qui auront plutôt un rapport à l'espace vert et au cœur d'îlot. On essaye, en tout cas, l'idée, c'est dans la conception, de traiter ces cœurs d'îlot. On parle souvent de zones de fraîcheur, de zones de chaleur, effectivement, quand on vient construire, parce que le bâtiment absorbe finalement en d'été de la chaleur. Donc, ces cœurs d'îlot, aujourd'hui, on va essayer de les traiter en espace vert, quitte à augmenter le volume de terre, prévoir une récupération des eaux pluviales pour pouvoir arroser ces jardins, pour qu'il y ait maintenir, on va dire, une température pendant les zones un petit peu fortes de chaleur, et donc de trouver cet équilibre entre les logements du dessus qui ont une vision, une vue, et ces logements rez-de-chaussée qui ont une température qui sera plus proche de l'espace vert. Ce que j'aimerais bien, Rémi, c'est donc dans le shift, bonne partie de vos travaux, c'est quand même le futur. Peut-être changer, de shifter le monde. Du coup, cette vision qu'on a vue, on a vu la vision long terme, puis on a vu les changements aujourd'hui. C'est quoi les discussions que vous avez au sein du shift sur les changements, le logement du futur? Enfin, on voit ça comme un terme un peu générique. Et puis même, si tu veux, déborder sur ce que tu fais plus au quotidien en manière du bâtiment. Mais voilà, si on se projette un peu, quels sont les angles de discussion que vous avez au sein du Shift? Ouais. Je peux peut-être commencer par la casquette ingénierie, là, notamment pour rebondir sur les propos de Charles. Là. D'ailleurs, si tu as la petite diapo de la cinéma. Parce que, effectivement, sur ce sujet de la compacité et puis le lien avec la hauteur, effectivement, bon, voilà, plus vous empilez d'étages, moins il y a de mètres carrés de plancher et de plafond. Plancher haut par mètre carré bâti. Donc, a priori, c'est la forme ultime, c'est de grandir pour faire moins de carbone par mètre carré. Après, sauf qu'à un moment, bon, on doit aussi se battre contre la gravité. Donc ça peut nécessiter des moyens un petit peu intensifs en termes de carbone, à la fois pour la construction au niveau structurel, puis à la fois pour l'entretien, l'exploitation au niveau des fluides, etc., qui doivent lutter contre des paires de charges. Donc là, ça peut générer des contre-effets. Mais la compacité, globalement, en première approche, reste un bon levier pour décarboner. Après, là, on l'a un peu entendu, il y a quand même une grosse tension avec la désirabilité, l'habitabilité de ces espaces-là.
Nous, aujourd'hui, là, je vous projette un petit travail qu'on a fait, notamment au moment où on parlait de backlash, mais où la RE 2028 a été réinterrogée, notamment à l'occasion de la mission Ribaton au printemps. On a essayé de se projeter un petit peu sur ces leviers qui permettent de faire ça. Je peux peut-être me déplacer pour le commenter un petit peu. Il y a effectivement la question de la compacité qui arrive très tôt dans les projets, qui se fixent effectivement avec des questions de PLU, etc. Mais il y a aussi, en fait, on le voit ici, un certain nombre de leviers qui interviennent très tôt, qui sont fixés très tôt et qui vont déterminer en partie l'impact carbone. Et il y en a certains qui sont favorables à l'économie de projet, c'est-à-dire qui vont plutôt faire que le mètre carré à la fin va coûter moins cher, et puis d'autres sur lesquels il y a effectivement des surcoûts et qui interviennent plutôt plus tard dans les projets. Et aujourd'hui, sur cela, des volumes atypiques, des hauteurs, des surfaces vitrées, tout ça, c'est quand même des choses qui se fixent relativement tôt dans les projets, les espaces extérieurs. Il y a aussi le sujet des stationnements qui a été mentionné tout à l'heure. En fait, ces sujets-là, c'est quelque chose sur lequel on voit qu'il y en a tellement qu'entre eux, on peut quand même trouver des équations, pousser un peu la compacité, gagner sur les parkings pour avoir plus de surface vitrée, j'en sais rien. On peut trouver un petit peu ces compromis, mais ça se prévoit assez tôt dans les projets. Je vois qu'il y a des gens qui prennent des photos, ça c'est disponible en ligne, hein, ça s'appelle Rococo, c'est mon collègue Jocelyn qui a coordonné pas mal de retours d'expérience. Rococo, Repère Collectif Carbone, qui a recueilli pas mal de retours d'expérience sur notre expertise en ACV, en bilan carbone de bâtiment. Et voilà, il y a un tas de choses, il y a des outils très opérationnels, on vous encourage à les utiliser, c'est quelque chose qu'on a mis en commun. Les communs, et tu rebondis sur les communs. Et par ailleurs, côté Shift, effectivement, là, j'ai des réflexions qui sont peut-être moins directement liées à l'architecture et à la forme en elle-même. Même si effectivement les questions de surface, de taille, mais aussi d'occupation et de durée d'occupation en fait, des logements font partie des choses qui nous intéressent, à la fois parce que ça a été mentionné plusieurs fois, en fait, les ménages rétrécissent à la faveur du vieillissement, de la décohabitation. Et donc, il y a un peu une question de quoi on va avoir besoin en fait, comme logement dans les années qui viennent. Est-ce qu'on va avoir besoin plutôt de petits logements parce que justement, on prévoit qu'il va y avoir quasiment que des petits ménages qui vont se créer. Hein, ça, c'est ce que disent les services de l'État sur la prospective démographique. En gros, la population ne croît plus, a priori, quasiment d'ici 2050. Les ménages croissent encore du fait de cette décohabitation. Par contre, c'est que tous les nouveaux ménages, c'est des petits ménages de 1 ou 2 personnes en net par rapport aujourd'hui. Ça voudrait dire, est-ce qu'on n'a plus besoin de construire de grands logements? Je caricature. Néanmoins, on voit que l'attractivité aujourd'hui des contextes urbains et métropolitains fait que les parcs de logements sont beaucoup plus tendus dans ces contextes-là, et donc peut-être qu'à ces endroits-là, on a davantage besoin de grands logements. Donc cette question-là, elle reste un peu incertaine. Et je pense que dans un tas d'autres contextes où on n'a peut-être pas la même diversité que dans les contextes hyper urbains, il y a aussi une question de changer un peu la stratégie, de passer si je caricature un peu l'élu de base qui se dit je vais construire des grands logements pour accueillir des familles sur ma commune, etc. C'est un peu le type de ménage que vous avez envie d'avoir quand vous êtes un élu. Et peut-être qu'en fait, il y a une stratégie qui va passer à je vais construire des plus petits logements, je vais compléter des segments du parc qui sont aujourd'hui trop peu présents sur mon bassin de vie pour permettre aussi une rotation du parc et des tailles de logements plus adaptées aux différents âges de la vie. Aujourd'hui, là, ce truc de dire, voilà, les enfants sont partis d'une famille, le logement est entre guillemets trop grand pour le ménage. Il y a un certain nombre de gens qui vont vouloir le conserver parce que ça permet d'accueillir les petits-enfants, que sais-je. D'autres qui ont en fait envie de déménager et qui ne trouvent pas forcément aussi l'offre sur leur bassin de vie, là où ils se voient déménager. Donc, il y a un peu ce sujet-là et le changement d'approche dans la stratégie d'habitat des EPCI, qui se voit notamment dans les outils qui sont aujourd'hui portés par l'État et le CEREMA, là, Othello, c'est des choses qui arrivent et on prend de mieux en mieux compte de l'existant, de la vacance, etc. Et voilà, ce sujet de la vacance qui va être à aller chercher aussi, et là-dessus, on voit que ça bouge pas mal du côté des collectivités aussi. Et encore le temps, j'ai un deuxième sujet, c'est le sujet de l'entretien. Je pense que l'entretien, on parle aussi de ménagement, pas mal. Je pense que l'intégration davantage de l'entretien dans la façon dont on approche le logement en général, ça va être un sujet parce que tout le monde n'a pas la vertu de nos amis bailleurs d'avoir cette
cette caractéristique incorporée de penser à long terme, d'avoir la capacité d'investir à long terme, etc. Typiquement, aujourd'hui, on voit c'est un gros sujet dans les copropriétés pour la rénovation, c'est que les gens ont acheté au maximum de leur capacité d'emprunt quelque chose sans forcément prévoir qu'il allait falloir intégrer cet entretien et cette rénovation qui est aujourd'hui nécessaire pour des raisons énergie-climat. Et en fait, les outils qui se développent aujourd'hui, que ce soit les différents diagnostics, là même, on peut même maintenant avoir des diagnostics structures qui sont obligatoires, l'apparition des carnets numériques du logement, et en tout cas l'intégration d'un certain nombre, et des DPE qui maintenant impriment un petit peu plus de marques sur les prix via la valeur verte, font que tout ça se remonte un petit peu vers les prix, et je pense qu'il faut continuer à aller encore davantage vers ça. Typiquement, aujourd'hui, les fonds travaux dans les copropriétés sont complètement insuffisants pour réussir ces sujets de rénovation. Et il faut qu'on mette un peu plus d'efforts là-dessus pour que, au moment de l'achat, on se pose plus la question de l'entretien. Sans se dire, voilà, j'ai acheté, c'est bon, je suis tranquille pour les 50 prochaines années. Et enfin, je pense qu'il y a un dernier sujet qui, notamment dans le secteur d'ingénierie, fait son chemin de plus en plus, c'est celui de la santé. Je pense que le logement de demain, il est plus sain aussi. Alors ça va recouvrir plein de dimensions, mais globalement, c'est quelque chose qu'on fait rentrer et dont l'approche est en train de se normaliser et de s'intégrer de plus en plus dans la conception. Voilà. Non, parce qu'il y a le pot, donc il faut qu'on finisse. Non, on ne va pas empiéter sur le pot, surtout pas. On est tous d'accord. Okay. Je voudrais qu'on revienne, parce que c'est intéressant. Donc, tu as parlé de la hauteur, et Charles, tu disais, tu voyais, on pouvait vivre, tu disais R+15, c'est ça ce que oui, et je vois bien aussi, je te rajoute une question quiz. On a tu as prononcé le mot de valeur verte. Voilà. Est-ce que c'est un sujet qui existe ou pas? C'est toujours le serpent de mer de cette valeur verte. C'est pas une question piège. Hein. Si elle n'existe pas, elle n'existe pas. Et puis et revenir, oui, à cette histoire de hauteur. C'est quand même intéressant. Est-ce que tu as discuté avec des collègues, parce qu'en région, c'est quand même un peu différent, je pense. Et puis oui, l'offre, c'est intéressant. La question de l'offre du logement est quand même un sujet majeur. Le rapport à la hauteur, effectivement, aujourd'hui, de par la rareté, on va dire, effectivement, la complexité le prix de vente des fonciers qui devient rare, donc qui devient cher, et les prix des logements qui, globalement, doivent rester abordables pour nos clients, effectivement, nous incite, nous, architectes et concepteurs, finalement, d'aller rechercher finalement une densification. Et c'est un phénomène qui est naturel. Et c'est vrai que cette densification, finalement, se fait, en tout cas en Ile-de-France, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas, effectivement, en province, où on peut encore s'étaler. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, nos clients recherchent une connexion au transport en commun. Et de ce fait, effectivement, naturellement, on vient, et l'évolution des PLU, de toute façon, vont vers le haut, effectivement, on tend à densifier en hauteur. Après, dans l'idée, dans cette qualité de logement, il faut pas il faut qu'on puisse garder ces logements habitables. Et du coup, on vient traiter finalement ces bâtiments-là qui sont sur des terrains. On vient traiter plutôt des espaces verts qui ne sont pas forcément des jardins, parce que ça sera plutôt une qualité visuelle. On va essayer de travailler des jardins plutôt partagés, avec effectivement, ça, c'est pas imposé dans les PLU, mais c'est de récupérer les eaux de pluie ces jardins-là, pour qu'ils soient verdoyants en toute saison de l'année. C'est quelque chose qu'on essaie de faire de manière systématique. L'intérêt d'avoir des immeubles avec on va dire un certain volume de logements, on essaye aussi pour décarboner, d'étudier des solutions, de récupérer les calories, des calories en fait, des eaux usées, en fait, on récupère les calories avec des pompes à chaleur. Ça permet de participer. Alors pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en œuvre, mais l'idée, c'est bien d'essayer d'aller développer ce type de solution qui permettrait, en première approche, de participer à 20% du besoin en eau chaude sanitaire, c'est-à-dire qu'on vient récupérer l'eau des douches, des lave-vaisselle, en fait, et plutôt que de les rejeter directement dans les réseaux, on va dire, publics, on vient récupérer les calories, on rejeter l'eau, et donc de réalimenter, on va dire, l'ensemble immobilier avec une énergie, on va dire, qui a déjà été dépensée. On essaie de travailler sur ces sujets-là pour
Effectivement, et ça peut fonctionner quand on a un certain nombre. Donc après, par rapport à la maison individuelle, effectivement, c'est un rêve plutôt de provincial, où effectivement, provincial, non, mais il n'y a pas de mal. C'est vrai qu'en région parisienne, c'est plus compliqué d'accéder à ce rêve-là. Alors, on essaie de travailler des maisons sur toit, mais ça reste quand même un milieu urbain. Mais effectivement, en province, la difficulté de la mobilité est moins forte, effectivement, qu'en région Île-de-France, et on a plus de facilité dans s'éloignant d'une demi-heure de transport, d'avoir un accès, effectivement, au pavillon individuel pour s'éloigner d'une demi-heure d'une agglomération. Et c'est vrai que le raisonnement en province est peut-être un peu plus différent, effectivement, qu'en Île-de-France, où effectivement cette densité est acceptée parce qu'il y a une contrainte qui est réelle, ou en province, cette contrainte peut être acceptée différemment avec un transport un peu plus long, là où en Ile-de-France, si on s'éloigne de 15 km, c'est pas une demi-heure, mais c'est peut-être une heure de transport et c'est peut-être plus acceptable au quotidien. On reviendra sur le sujet de la mobilité, en impact, mais avant, je voudrais. Donc on a parlé de la hauteur. Je ne sais plus qui l'a prononcé, la densification douce. Il y a ce sujet de densifier, mais les zones pavillonnaires existantes. Et on sent, et là plutôt, Suzelle, pour toi, c'est que le métier d'architecte est un peu différent dans ce cadre-là. Ça fait des micro-interventions. On voit des jeunes agences qui émergent sur ce sujet-là. Et si j'étends un peu la question, c'est le métier d'architecte change un peu quand même. Donc j'aimerais bien que tu nous parles de cette densification douce et du rôle de l'architecte de ce sujet-là, en opposition, on l'a dit, aux très grandes hauteurs. Alors, le terme de densification douce, ça me méfie un peu. C'est pas exactement ce qu'il y a derrière, c'est pas exactement ce que chacun met derrière, d'ailleurs. Mais effectivement, je parlais j'ai arrivé au lotissement. Je parlais du 3 pièces ouais, je parlais du 3 pièces type du logement collectif où même si on n'a plus le socle commun, même si on perd un peu les parties communes, la ville, elle, offre les services, c'est-à-dire les transports en commun, les bibliothèques, les salles de sport, les piscines, etc. Le lotissement, lui, n'en offre aucun service. Et il faut donc suréquiper la maison. C'est-à-dire 2 voitures, grand congélateur, tondeuse à gazon, trampoline dans le jardin, piscine, etc. Alarme, évidemment. Et donc, en dehors même de la consommation de terrain, de routes, de réseaux, ce n'est pas un habitat durable, même si on le construit en bois avec un isolant en chambre. C'est juste le pavillon isolé, ce n'est pas une question sur la manière de construire, c'est une question sur la manière d'habiter. Ce sont des lieux, des lotissements qui sont des astres urbains, économiques, écologiques, culturels, social et même esthétique. Et donc, ce n'est pas des gens dont je parle, c'est des lieux. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Et il y a effectivement une autre forme d'urbanisme qui appellerait, je vais revenir un peu là-dessus, qui appellerait à être densifié complètement, c'est doucement, c'est les zones d'activité. Par exemple, ce sont effectivement des lieux pareils que les lotissements, des lieux homogènes, pauvres en urbanité, pauvres en culture, en citoyenneté. Il y a des mouvements effectivement qui existent comme le backyard pour les lotissements, c'est-à-dire comment faire venir de la déconstruction, de la diversité, de l'hétérogénéité. C'est simple, parce que le règlement de lotissement s'ajoute au règlement du PLU, l'interdiction de construire plus de tant de mètres carrés, interdiction de s'approcher des citoyens à moins de 3 mètres, obligation de laisser 5 mètres devant le pavillon parce que c'est exactement la dimension de la voiture, interdiction de faire autre chose que de l'habitat, etc. Donc, il faut supprimer la réglementation, mais peut-être sur ces cas-là, ne pas rajouter une réglementation. On ne va pas en créer d'autres. Je pense que justement, il s'agirait de traiter chaque lieu au cas par cas. Et effectivement, il y a des sortes de collectifs qui rassemblent des architectes, des urbanistes, des élus et les habitants.
vraiment au cas par cas, qui peuvent revitaliser ces lieux, les rendre vivants, plus vivants, c'est-à-dire autoriser là un alignement, autoriser là des activités, de l'artisanat, des associations culturelles. Donc, c'est pas seulement ça peut être aussi construire devant des activités sportives, etc. Et ça, c'est un vrai travail de projets situés, partagés. Et il y a depuis quelques années des jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, d'équipes d'architectes, des jeunes, on n'entend pas parler depuis très longtemps, mais des architectes qui sont locales, travaillent avec les savoir-faire locaux, avec les matériaux locaux aussi, et qui sont beaucoup plus proches des commanditaires. Travaillent sur les lotissements. Il ne peut pas se faire du haut en bas. Il faut vraiment que ce soit un travail de terrain. C'est un travail, moi, je trouve absolument passionnant d'ailleurs. Et il y a l'autre lieu encore plus défiguré, qui sont les zones d'activité. C'est la France moche, hein, on parlait quelques années Télérama. Et là, les densifiés relèvent au contraire, c'est-à-dire comment on remet de l'habitat dans des lieux qui sont du commerce et de l'activité. Et là, ça peut être un habitat, pas forcément faire de la ZAC ni rien. Ça peut être un habitat de maison superposé, collé, imbriqué, avec des jardins. Ça aussi, je trouve que on revient un peu aussi à comment on réintroduit le commun, l'hétérogénéité, la complexité urbaine et une passionnante préparation des territoires. Tu as prononcé le mot social, je voudrais qu'on revienne un peu sur les bailleurs sociaux, Paul. Pour l'histoire, quand on a commencé les travaux avec Paul, on s'est projeté dans un monde où il y avait des grands bailleurs sociaux qui émergeaient, qui avaient des grands terrains, et ce qui nous a permis d'imaginer un terrain et l'image que je vous ai montrée. On a parlé des communs, de la qualité. J'aimerais bien que Paul, tu me dises finalement ça peut être quoi le rôle des bailleurs sociaux, et puis on a vu, nous, ce qu'on a imaginé, c'est effectivement cette densification, alors gentille, c'est pas mal, la densification gentille d'un territoire avec l'aide des bailleurs sociaux. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Gentille, je ne connaissais pas. Surtout que le point premier auquel je pense, c'est pas très gentil, enfin, un peu facile, mais c'est un peu ce qu'évoquait Rémi aussi. En fait, si on regarde ce que signifie la densité, quand on apprend le nombre de personnes, il y a toujours un écart entre la densité, enfin, comme on a pour l'énergie ou pour l'eau, hein, entre le nombre d'occupants qu'on prévoit pour un logement et le nombre d'occupants qu'il y a finalement sur la durée de vie du logement. C'est très varié sur le cycle de vie d'un logement. Et ce que l'on aperçoit, c'est que le principal vecteur finalement sur un territoire pour travailler la densité, c'est de régler les phénomènes de suroccupation, de sous-occupation surtout des logements. On en discutait avec la métropole d'Aix-Marseille. Eux, ils l'identifient comme le premier levier de densification de leur territoire. C'est résoudre la situation de sous-occupation. Je ne parle pas que du parc social, c'est les lotissements qui sont occupés que par une personne, les grands logements qui sont occupés par un couple, mais on reste attaché à son logement, on reste chez soi. C'est comme l'acteur. Donc, quand je dis que ce n'est pas une façon très gentille de le percevoir, c'est que si on veut densifier, c'est travailler les trajectoires résidentielles. Faire en sorte que les gens occupent des logements plus petits. Ça, c'est d'un point de vue de la densité mètre carré, de la densité carbone, c'est le premier levier qu'on peut activer. Malheureusement, ce qu'on voit quand même, c'est que ce levier est très délicat à œuvrer pour un bailleur en premier lieu, parce que même si on examine chaque année, tous les 2 ans, l'occupation des logements, il faut trouver des propositions de relogement à faire. Et sur le parc est endorisé, il y a moins en moins de rotation. On a peine à trouver des gens qui sortent du parc pour accéder à la propriété. On a du peine à faire rentrer de nouveaux ménages dans le parc. Donc c'est là où il y a un vrai sujet à regarder, hein, c'est qu'avec atonie du marché immobilier, on a ce levier de
la résorption de la sous-occupation, qui est quand même très délicat à travailler. Après, il faut aussi trouver un logement qui soit attractif pour le couple de personnes de 70 ans qui occupait en 90 mètres carrés pour trouver les services, la qualité de vie, la capacité d'accueil de l'aidant familial des petits-enfants dans le nouveau logement politique que l'on veut proposer. C'est ça sur lequel il faut effectivement penser comment on travaille ces trajectoires résidentielles. Ça faisait partie des sujets qu'on avait menés dans le cadre de l'étude menée ensemble, hein, de se dire le logement, le service, les communs, quel usage on y met. Parce qu'à nouveau, enfin, si on veut faire des logements plus petits, travailler l'optimisation du nombre d'occupants dans le logement, rendre ça plus dense, il faut effectivement penser ces offres de services. Mais quand on dit penser, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que souvent, on a des espaces communs, on livre des mètres carrés d'espaces communs. La destination n'est pas toujours très bien pensée, parce qu'il n'y a pas d'animation derrière. Il n'y a pas d'anticipation de la façon dont les charges de copro vont être réglées, ou pour les bailleurs sociaux, comment on va imputer les charges de fluide, d'énergie qui sont sur les espaces-là. Puis le passe, les sujets de gardiennage et de son accès, les trucs, les toitures terrasses, comment on en charge l'accès. C'est un vrai sujet très, très concret. À notre échelle, effectivement, les bailleurs sociaux sont des propriétaires fonciers, de foncier bâti, de foncier non bâti. Ils regardent de près aujourd'hui quels sont leurs fonciers, quels sont ceux qui sont en zone NAF ou non, dans la perspective ZAN, c'est un point d'alerte assez important. Et puis, qu'est-ce qu'on peut opérer comme densification sur les entrées dont on est propriétaire. Donc ça, c'est un regard à avoir effectivement, parce que il y a la conjonction acceptabilité d'un projet adjacent d'un bâtiment d'habitat social déjà présent. Il y a le fait de ne pas obérer en fait ce qui est aujourd'hui un capital fort pour l'habitabilité des résidences que l'on a, c'est lorsqu'il y a des espaces verts extérieurs, c'est une vraie plus-value en termes d'attractivité et puis d'îlot de fraîcheur, de qualité de vie, de santé, enfin tout ce qui a été évoqué aujourd'hui. C'est un sujet que je porte en plus particulièrement, c'est comment les fonciers non bâtis, plutôt que ce soit de la surface engazonnée, tondue et arrosée, je les retravaille pour avoir peut-être un peu moins d'espace, mais plus qualitatif, avec une gestion écologique de ces espaces verts qui permet d'en tenir la qualité et le coût, et peut-être à côté, programmer effectivement une construction nouvelle que je peux envisager sur cet espace. Là aussi, il faut qu'on pense vraiment ce lien entre renaturation et densification gentille ou douce. C'est le CEREMA qui l'a documenté assez finement, hein. Une forme urbaine plus dense, ou en tout cas plus d'habitants à l'hectare, mettons, est plus facilement acceptée si le traitement paysager, si la présence de la nature sur le site est plus forte, plus visible. C'est des points très fins à travailler. Les bailleurs, quand ils pensent effectivement démolition, reconstruction, en cas de programme en rue ou autre, ils doivent absolument avoir cette attention-là. C'est-à-dire, est-ce que je redensifie? Si je redensifie, quelle est la qualité paysagère de la parcelle que je suis en train de remodeler pour travailler sur ces services systémiques, comme on dit, on a pu parler, j'entendais avec attention de gestion intégrée des eaux via la parcelle ou de réutilisation de l'eau, mais derrière le service à l'habitant, y compris celui de l'accès à un espace de nature. Ça, c'est vraiment le point sur lequel on doit être attentif. Dans les projets sur lesquels on travaillait, une des règles phares, c'était de simplifier l'exercice, mais est-on très performant sur le coefficient de biotope par surface. Donc, grosso modo, mon emprise au sol pondérée de ma végétalisation en toiture que je vais effectivement pousser sur mon immeuble pour s'assurer, d'une part, que je respecte la biodiversité, mais que j'offre un cadre de vie adapté à la demande d'aujourd'hui et puis demain au phénomène de réchauffement climatique. Ouais, je t'arrête là. Alors, pas de pression, Rémi et Marie-Catherine, on est un peu en retard. Vous
On n'a pas tant parlé de ça, enfin un peu c'était sous-jacent sur la question environnementale, mais il y a eu de beaux sujets de la mobilité. Rémi, c'est quoi les sujets émergents? Alors même chose si on se projette un peu dans le futur, on a parlé de RE 2020 carbone, mais on sent qu'il y a le sujet de mobilité qui émerge. C'est quoi les sujets, la question environnementale que tu vois, qui arrivent dans tes projets ou que tu as envie de pousser dans tes projets quand tu penses un peu dessus? Effectivement, ce sujet de la mobilité, là, il est hyper important parce qu'en fait, les ordres de grandeur de la mobilité, aujourd'hui, en voiture thermique individuelle, très vite supérieurs à ceux du bâtiment en termes d'impact. D'énergie. Donc, il y a quand même une attention à porter à ça dès l'échelle de la planification. Et derrière, je pense qu'au niveau de chaque projet, il faut aussi réussir à se poser la question de comment je peux faire de mon projet une forme d'externalité positive pour le territoire dans lequel il s'inscrit, dans le but aussi de participer à polariser un peu l'aménagement, rendre des services, etc., pour qu'on participe aussi à décarboner la mobilité des gens qui sont déjà autour, quoi. Il y a un certain nombre de contextes où ça peut participer. Voilà, après, il faut garder le fait que la mobilité, ça va avoir une inertie qui est vraiment importante avec 40% du parc bâti de 2050 qui est déjà là. Donc voilà, les gens vont continuer à se déplacer entre des bâtiments existants, mais se poser la question de la contribution des opérations nouvelles, changement de ça, et c'est une bonne façon de les aborder, je pense. Ensuite, on a des sujets de réchauffement climatique en lui-même et de ses effets, pour le coup, avec la question des surchauffes dans les bâtiments, qui est quand même un gros sujet aujourd'hui, et sur le parc, et sur le neuf qu'on est en train de construire, et sur le parc existant, à intégrer au sujet de rénovation. D'ailleurs, gros sujet aussi, hein, enfin, l'équilibre un peu construction neuve, rénovation, quand même, on a pas mal de gens aujourd'hui, parmi ceux avec qui on travaille, qui se posent la question de faire évoluer leur modèle peut-être vers plus de rénovation. Ce curseur-là, il fait partie des choses à gérer. Dans les effets du réchauffement climatique, on a aussi la question de l'assurantiel. Un monde qui se réchauffe avec plus d'événements extrêmes, etc., c'est un monde où les assurances augmentent. Et là, c'est vraiment, enfin, c'est le futur, mais c'est aussi très contemporain, hein. C'est quelque chose qui est en train d'arriver, même de manière accrue, plus marquée dans d'autres pays. Et puis, il y a un petit sujet sur lequel, pour le coup, on n'est pas au niveau réglementaire, etc. On n'est pas encore complètement, on n'a pas pris la mesure des choses, je pense. C'est le sujet du bois et de la biomasse, dans le sens où tout le monde va en vouloir pour décarboner en 2050. Je parle du bâtiment, mais je parle aussi de la mobilité, l'aviation, je parle aussi de l'industrie, de la chimie, etc. La biomasse, là, du coup. Ouais, alors d'une manière générale, la ressource biomasse, ça peut être de la biomasse agricole, ça peut être du bois forêt, etc. Mais globalement, la tension sur ce secteur-là, elle va croître dans un milieu où la mortalité des forêts va augmenter. On a besoin qu'elles stockent du carbone, où on a besoin de réduire la pression sur la biodiversité. Donc ça fait beaucoup de contraintes à gérer en même temps. Et aujourd'hui, on est quand même encore en train d'encourager le chauffage au bois, alors que ce n'est pas forcément le mode le plus vertueux par rapport à d'autres possibilités techniques qu'on a aujourd'hui. On a la construction bois qui doit aussi trouver sa place parce qu'il y a quand même une complémentarité entre toute la chaîne des produits bois. Donc, je ne dis pas que tout ça est acheté. Il y a une pression là-dessus où je pense qu'on n'a pas, malgré les alarmes qui commencent à sonner, comme en stratégie, etc., on n'a pas encore complètement pris la mesure de ça. Ouais. Non, Marie-Catherine, une dernière question avant d'avoir les petites questions complémentaires. C'est, on avait parlé, il y a quand même eu un changement avec le Covid. Je crois que c'est Paul qui l'a dit au tout début. Je voudrais bien que tu reviennes là-dessus, peut-être justement pour terminer sur la nouvelle qualité, le nouveau confort qu'on cherche dans le logement. Peut-être un peu mot de la fin. Alors, moi, je pense pas que le Covid n'a pas créé le besoin de qualité dans le logement, il l'a simplement révélé. Pendant des années, le logement était une question de fonction. Alors,
dormir, manger, se laver. Et le confinement nous a montré que le logement, c'est bien plus que cela. C'est aussi le travail, c'est aussi le sport, un lieu de santé et de bien-être, un refuge psychologique, un support de lien social. Donc, est-ce que c'est un épiphénomène, comme tu me posais la question? Non, je ne pense pas. C'est surtout un accélérateur. Les attentes en matière de bien-être sont là pour durer. Plus de lumière naturelle, plus d'espace extérieur, plus de calme, plus de sécurité, plus de convivialité. Et ces attentes-là sont pour moi universelles. Elles ne sont pas que là pour les personnes aisées qui pourront se payer ce qu'elles voudront. Pour moi, le défi de demain, ça sera de concilier qualité et coût accessible. Et c'est ça pour moi la vraie priorité, le vrai défi. Nous ne pourrons pas répondre avec toujours plus grand, toujours plus individuel. Il va falloir qu'on trouve des moyens pour de construire des logements pour ceux qui en ont besoin et loger le maximum de Français. Et d'ailleurs, je peux vous relater notre dernière expérience chez Cogedim avec notre offre Access que nous avons mis en place. Nous sommes partis de quoi? De ce que peuvent se payer les gens, donc du loyer qu'ils payent dans un appartement en location, et comment on va faire partir ces personnes qui sont locataires aujourd'hui et leur offrir un logement en accession. Donc on part de ce qu'ils peuvent se payer en loyer et on va construire des appartements et leur vendre les appartements où ce qu'ils rembourseront mensuellement sera du même ordre d'acabit que ce qu'ils paieraient en loyer. Et on s'est aperçu, alors ils ne paieront rien pendant les années de construction et ne commenceront qu'à rembourser leur premier mensualité le jour de la livraison de l'appartement. Et les premières expériences qu'on a sur ce type d'offre nous montrent que d'abord, on a réussi à sortir un certain nombre de personnes du parc social qui se croyaient coincées dans un parc social sans pouvoir être là. Donc, c'est un cercle vertueux parce qu'en sortant des personnes du parc social, le parc social va pouvoir se renouveler. On a aujourd'hui 20% de personnes qui achètent notre solution Access qui sortent du parc social. Donc, c'est pour moi très important. Et quand on parlait tout à l'heure des quelques chiffres que je n'ai pas réussi à finir tout à l'heure, qui sont pour moi très importants, donc les personnes qui vivent, donc on a dit 60% des personnes vivent à 1 ou à 2, nous avons aussi, dans les 40% d'autres personnes qui restent, nous avons les familles avec un enfant, 10%, les familles avec 2 enfants, encore 10%, et les familles monoparentales. Les familles monoparentales, c'est aussi 10%. Et les familles monoparentales, on a à peu près 8 millions de familles aujourd'hui en France. Alors, quand on dit famille, c'est avec des enfants de moins de 18 ans. 2 millions sont des familles monoparentales. Quand on est une famille monoparentale, on ne vit pas de la même façon que lorsqu'on est une famille. Donc, c'est en général des familles issues de divorce. Aujourd'hui, un mariage sur 2 se solde par un divorce. Un divorce sur 2, il y a des enfants qui sont concernés par ces divorces. Donc, voilà. Donc, nous avons une typologie de clients aujourd'hui face à nous avec des problématiques. Un autre chiffre intéressant, 1,3 million de jeunes n'arrivent pas à partir de chez eux. C'est l'effet Tanguy, des jeunes qui n'arrivent pas à sortir de partir de chez leurs parents, pas parce qu'ils ont envie de rester chez eux, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'accéder ni de trouver un loyer, de louer un appartement. Louer un appartement, il faut des garanties à n'en plus finir. Alors, parce que maintenant, la solution pour eux, ça sera d'acheter dans le neuf avec une solution Access comme on la propose. Mais alors, voilà. Donc, le vrai défi, c'est faisons de la qualité, mais faisons surtout des produits que les gens peuvent se payer. Et alors, c'est pas fini. Il reste une dernière question, la même pour chacun, et pour entamer les discussions autour de l'apéro. On imagine, on est en 2050. Et vous dites, qu'est-ce que j'ai hyper bien réussi ces 25 dernières années? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter sur ces 25 dernières années? Et vous avez même pas 30 secondes, vous avez 20 secondes chacun. Qui veut se lancer en premier? Allez, Rémi. Moi, je pense que si on arrive à ouvrir des nouveaux fronts de la qualité environnementale, je pense qu'on a commencé à le faire là, avec le sujet des surfaces qui vraiment a émergé ces 5 dernières années. Et c'est vraiment un truc de fou comment ça a pris. Donc, ça a bien commencé. Et si on a réussi à le déployer, l'opérationnaliser, par exemple, ce sera super. Et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont émerger d'ici là. Donc, voilà, on a dépassé l'énergie. Là, j'ai vu que c'était vachement bien intégré. Aller plus loin que ça. Allez, Suzanne. Je vais dire ce que j'ai dit. Réintroduire l'éternité partout, vivre là où on a les services, là où on a les équipements, remettre le logement où il faut, les équipements où il faut, réparer le territoire.
Réparer le territoire. Je sais bien après le top. Charles. Le plan 2050, pour moi, ce serait une réussite si on arrive à maîtriser effectivement les dépenses liées aux charges de copropriété, c'est-à-dire chauffage. Effectivement, on a fait dans les années 70 des bâtiments qui sont très consommateurs, très sensibles, on va dire, à variations économiques. Et on l'a bien vu avec la guerre en Ukraine où les énergies se sont envolées. Effectivement, ce sont des bâtiments qui sont devenus obsolètes parce que les charges de copropriété. Et donc de pouvoir intégrer effectivement dans des conceptions et de se dire aujourd'hui, je fais un bâtiment, mais qui n'est pas sensible à ces variations, et demain, il sera toujours d'actualité parce qu'on y trouvera une fonction et une énergie, on va dire, plutôt passive et sans que ce soit complexe. Parce que toujours des bonnes idées de trouver des solutions pour décarboner, qui sont plutôt complexes, et trouver des choses simples qui fonctionnent. Marie-Catherine, qu'est-ce que tu as réussi ces 20 dernières années? Moi, je sais que les besoins en logement sont énormes et le seront de plus en plus. Et donc, si on arrive à trouver des solutions de logement pour la plupart des gens, pour moi, ça serait. Et pour ça, j'ai besoin des architectes. Donc, si j'arrive à convaincre les architectes que 2,80 m sous plafond, c'est très bien, certes. Est-ce qu'on arrivera à se les payer? Voilà. Donc, trouver un consensus pour tous réfléchir de la même façon et réussir à proposer le maximum de logements au plus grand nombre. Bon, et Paul, tu es au bord de la retraite. Qu'est-ce que tu as réussi là maintenant? Tu prends ta retraite. Non, mais tout ce qu'on a dit avec le mot quantité, effectivement, parce que qualité, quantité, on a 2,8 millions de personnes, 2,8 millions de demandes de logement social en attente aujourd'hui. D'ici 2040, les études qu'on a menées, c'est 200 000 logements sociaux à produire par an. Ça fixe le cap, et c'est tous les mots qui ont été évoqués tout à l'heure, desserrement des ménages, l'éradication des passoires et la résorption des situations de mal-logement. Il ne faut pas qu'on oublie le volet quantitatif. Je n'ai pas parlé de la migration climatique. Non, mais la migration avec d'autres personnes. On avait qu'une heure. Je ne vais pas m'amuser à faire la synthèse de ce qui a été dit, c'était beaucoup trop poussé pour moi. Juste, je voudrais qu'on l'exercice n'est pas facile de se projeter en 2050. Et ils ont joué le jeu, donc je voudrais leur faire un grand merci. Et puis, je pense qu'on peut enchaîner. Thomas, tu vas me dire qu'on peut enchaîner directement avant de les applaudir? On va déjà les applaudir. Ah, ok. Je vais vous demander à tous de vous lever. On va rapatrier les chaises vers les murs ici pour que le traiteur s'installe. Donc, pour ceux qui fument, vous pouvez aller 35 minutes.